Le compte à rebours est lancé. La mobilisation massive doit se poursuivre d'ici le 20 juillet. Mettez TVL hors de danger. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition. À la une ce soir, la saga budgétaire qui ne fait que commencer. François Bayrou a fait ses propositions qui ne plaisent à personne, ou presque. Le Premier ministre est donc une nouvelle fois sur un siège éjectable. Nous reviendrons ensuite sur les coups de pression de Donald Trump pour la paix. Entre compte à rebours, menaces de sanctions et remaniement gouvernemental en Ukraine, les semaines à venir seront à scruter de près. Et puis nous irons aux États-Unis pour évoquer un nouvel ovni dans le paysage politique, le Parti de l'Amérique. Cette nouvelle formation créée par Elon Musk prend le pari audacieux de chambouler le système bipartite américain, de quoi concurrencer Donald Trump. François Bayrou, bien loin d'atteindre le sommet de l'Himalaya budgétaire. Le Premier ministre a fait ses annonces et les oppositions ont d'ores et déjà sorti les griffes. Le point d'Olivier Frère-Jacques. Tout le monde devra participer à l'effort. Face à l'ampleur de l'enjeu, il est illusoire de penser qu'une catégorie ou une autre puisse seule porter le fardeau. Tout le monde doit porter le fardeau de l'incurie d'État. Le Premier ministre François Bayrou a dévoilé mardi soir les orientations du budget 2026 visant à réduire le déficit public à 4,6% du PIB grâce à 43,8 milliards d'euros d'économies. Un vilain moment pour les contribuables et des annonces qui ont provoqué leur lot de menaces politiques. L'apparatchik du Béarn a égrené les mesures qu'il préconise pour réduire la dette. Nous devons partager en 2026 une année blanche. L'État va diminuer ses charges. Il va reprendre sa maîtrise de la masse salariale en réduisant de 3000 postes le nombre d'emplois publics dès 2026, hors les postes d'élèves-professeurs créés dans le cadre de la réforme des enseignants. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère. Il faut que toute la nation travaille plus. Il faut que toute la nation travaille plus. Un rien culotté venant de celui qui a grenouillé au poste très obscur de haut-commissaire au plan pendant 4 ans, 6 mois et 2 jours. Qu'a-t-il fait à ce poste ? Personne ne sait. La question de la légitimité du messager est ici au cœur du problème. Réduire la dette est une nécessité, mais François Bayrou peut-il demander des efforts aux Français ? Le journaliste Vendry de Guerpel de l'Incorrect a ainsi chiffré les plus de 40 ans de vie publique de François Bayrou à plus de 8 millions d'euros dépensés et donc réglés par le contribuable. Députés, eurodéputés, ministres, élus locaux à divers échelons. Les récentes augmentations des indemnités ou enveloppes des députés et sénateurs français participent également d'un sentiment d'injustice. Sur les réseaux sociaux, certains s'indignent également de l'usage des deniers publics à l'image de Reptos qui ironise « Laver la Seine aura coûté plusieurs jours fériés ». L'avocat Philippe Prigent interroge de son côté « Pourquoi ne pas supprimer aussi des jours de retraite ? Les retraités pourraient ne pas toucher de pension certains jours ». En toile de fond des efforts demandés aux Français s'agite ainsi le spectre du conflit de génération très à la mode par les temps qui courent. Et pourtant, avant de s'en prendre aux jours fériés de ceux qui travaillent ou aux retraites de ceux qui ont travaillé, tout un panel d'économies sont possibles. Ainsi, Marine Le Pen suggère-t-elle de faire des économies sur le coût de l'immigration, sur les subventions aux énergies intermittentes hors contrôle et sur les 7 milliards de hausse de la contribution de la France à l'Union européenne. Le Rassemblement national a d'ailleurs ouvert la voie à une motion de censure via son député Jean-Philippe Tanguy. On rentre dans pas une négociation, mais dans un refus catégorique de ce qui a été présenté aujourd'hui. Et je pense que les messages de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ont réagi immédiatement face à cette gabegie et cette purge, vont être entendus par le Premier ministre. Mais vous savez, qu'est-ce qui se passera s'il y a une censure ? Il y aura sans doute une dissolution.
Et nous, on n'a aucun problème pour aller voir les Françaises et les Français, se présenter aux électeurs et leur dire Marine Le Pen et Jordan Bardella ont un plan de redressement des finances publiques, un plan de justice fiscale pour rendre leur argent aux Français et redresser l'économie. Aucun problème à la dissolution, sinon que Marine Le Pen ne serait plus éligible en vertu de sa condamnation. Le RN pourrait ainsi être tenté de négocier, d'autant que de nouvelles élections législatives ne sont pas gagnées d'avance et pourrait une nouvelle fois prendre de court le parti présidé par Jordan Bardella. À droite, toujours, Laurent Wauquiez, d'ordinaire très hostile à toute hausse d'impôts, semble s'être assagi depuis son revers à l'élection interne aux Républicains. Entre le 29 avril et le 15 juillet, l'inflexible LR a fait dans la contorsion. Notre position à nous, elle est très claire. Nous sommes contre toute augmentation d'impôts. Il est hors de question que le budget 2026 comporte à nouveau des augmentations d'impôts sur les Français, que ce soit la France qui travaille ou que ce soit la France qui a travaillé toute sa vie. Le plan qui a été présenté hier par François Bayrou a au moins le mérite de chercher des solutions dans une situation extrêmement compliquée. Et que la période actuelle suppose au contraire que l'on soit capable de travailler ensemble, au-delà des différences politiques, pour aller chercher des solutions d'économie sur notre dépense. Il y a quelques semaines encore, Laurent Wauquiez était hostile à la participation des LR au gouvernement. À gauche, c'est sans surprise la menace de censure qui a été brandie au PS avec Olivier Faure, comme à LFI avec Manuel Bompard. Nous ferons nos propres propositions à la rentrée. Et sur les bases actuelles, je vous le dis, la seule perspective possible est la censure. Je dis que toute personne, tout député aujourd'hui qui ne voterait pas la censure d'un tel budget sera complice de la mise en œuvre de ce budget. Ça me paraît assez clair. Au cœur de la guéguerre budgétaire, les 2 jours fériés supprimés sont ce qui a fait le plus de bruit. Le 8 mai, jour de la défaite de l'Allemagne, avait déjà été retiré comme jour chômé par Valéry Giscard d'Estaing dans un esprit européiste et remis par François Mitterrand, peut-être pour se donner bonne conscience. Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, s'est enroulé les pinceaux en rétorquant, pas très judicieusement, à la patronne des Verts, Marine Tondelier, que le général de Gaulle avait supprimé le 8 mai férié. Mauvais community manager ou ministre inculte, l'histoire ne nous le dira probablement pas. Quant au lundi de Pâques, s'il ne s'agit pas d'une fête à proprement parler, même s'il s'inscrit dans l'octave pascale, on s'étonnera qu'il ait fallu attendre d'avoir un chef de gouvernement qui se revendique catholique pour mettre fin à ce jour férié qui permettait aux familles chrétiennes de se retrouver. Vu les rapports que le ministre entretient avec sa fille, qui a récemment témoigné sur l'affaire Betaram, on peut imaginer que les agapes familiales ne sont plus au cœur de ses priorités. La suite du feuilleton s'écrira en septembre. Chacun fourbira ses armes cet été. Le PS et le RN viendront probablement avec leurs exigences quand LFI jouera la carte de l'intransigeance dans un récital éculé. Le Premier ministre lâchera du lest sur quelques éléments qu'il avait envisagés comme négociables et évitera la censure, ou alors il sautera et il faudra alors en placer un autre pour que le spectacle continue. Donald Trump a-t-il un plan secret pour la paix en Ukraine ? Après son nouvel ultimatum de 50 jours à Vladimir Poutine pour qu'il mette un terme au conflit et les menaces de sanctions secondaires, le président américain fait un véritable numéro d'équilibriste. Le point tout de suite. Plus qu'un bras de fer, une partie de poker. Lundi, Donald Trump a lancé un ultimatum à la Russie, 50 jours pour faire la paix en Ukraine. La menace, en cas d'échec, des droits de douane secondaires, c'est-à-dire appliqués contre les partenaires économiques de la Russie, qui grimperaient à 100%. Une proposition qui brosse dans le sens du poil les néoconservateurs de l'administration américaine, à l'image du sénateur Lindsey Graham, défenseur de taxes à 500% pour faire plier Moscou. Une stratégie kamikaze bien connue des faucons qui ne rechignent jamais à nuire à leur propre pays quand il s'agit de tenter de détruire la Russie. Car nombre d'économistes prévoient des conséquences calamiteuses pour les États-Unis si de telles proportions douanières étaient atteintes. En effet, parmi les partenaires privilégiés de Moscou, la Chine. Si cette dernière était frappée par Washington dans les proportions évoquées, les mesures de rétorsion de Pékin ne manqueraient pas de faire trembler l'oncle Sam. D'ailleurs, les démonstrations de force de Donald Trump sur les taxes douanières à appliquer à la Chine à des taux faramineux ont rapidement été calmées. Pékin a d'ailleurs réagi aux nouvelles menaces des États-Unis en dénonçant une coercition qui ne mène nulle part. De telles mesures pourraient en revanche avoir un impact réel sur l'Inde qui a vu bondir ses importations de pétrole russe depuis 3 ans. En effet, New Delhi serait beaucoup plus fébrile dans un affrontement commercial face aux États-Unis dont il n'est pas question de se couper.
Une impasse diplomatique qui fait toutefois les choux gras de la presse et permet ainsi à Donald Trump de lâcher du lest à cet État profond néoconservateur qui l'empêche d'avoir les coups des franches. Car dans les faits, ces déclarations ne changent rien pour le moment. Dans ce contexte, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a réagi très calmement. Les déclarations du président Trump sont très sérieuses. Nous avons bien sûr besoin de temps pour analyser ce qui a été dit à Washington. Et quand le président Poutine le jugera nécessaire, il commentera. Mais si cette stratégie d'explosion des droits de douane devrait pousser les pays visés à inciter la Russie à se rendre à la table des négociations, en réalité, l'impact sera limité dans la mesure où Moscou a toujours accepté l'idée de parler des conditions de paix. Le blocage à ces négociations reste en effet le refus de prendre en considération le réel. Ainsi, alors que la Russie a un net ascendant sur le terrain militaire, il n'est pas raisonnable de penser que Moscou accepterait de faire rentrer ses soldats à la maison comme s'il ne s'était rien passé. Du côté ukrainien, Volodymyr Zelensky est écrasé par des factions extrémistes qui refusent toute idée de paix avec la Russie. Des individus qui pourraient d'ailleurs tout à fait constituer des troupes type corps franc après un armistice. Donald Trump, lequel a d'ailleurs plusieurs fois qualifié Zelensky de dictateur, a bien à l'esprit le problème que représente le pouvoir ukrainien pour sortir du conflit. En effet, avec son mandat échu, le président n'est pas reconnu légitimement par Moscou pour sceller la paix. De même, sa survie politique à la tête de l'Ukraine semble dépendre de la pérennité de la seule guerre. En d'autres termes, il ne survivra pas à un accord, au sens figuré comme peut-être au sens propre. Ainsi, l'annonce de la démission du Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal pour un remaniement complet du gouvernement est à qui tout double. Il pourrait signifier un premier pas vers la paix ou l'entrée d'une nouvelle ère dans une guerre mangeuse d'Européens pour des intérêts et des délires d'outre-Atlantique. Une nouvelle fusée sur la scène politique américaine. Après sa drôle de rupture avec Donald Trump, Elon Musk fonde son propre parti, une initiative qui pourrait avoir des conséquences limitées malgré les budgets. Explication de Renaud de Bourleuf. Le patron de SpaceX investit l'espace politique américain. Elon Musk, ancien membre de l'administration Trump, a annoncé la création d'un nouveau parti, America Party, littéralement le parti de l'Amérique. Sur son réseau social X, il déclare que cette nouvelle formation politique est nécessaire pour combattre le parti unique républicain-démocrate, à croire qu'Elon Musk a déclaré la guerre à Donald Trump. Le 24 mai, Elon Musk avait annoncé son départ de la Maison-Blanche. Depuis le mois de janvier, il dirigeait le département de l'efficacité gouvernementale, communément appelé le DOGE. Les missions étaient de réduire la bureaucratie, limiter les régulations excessives, couper les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Dans les jours qui ont suivi son départ de la Maison-Blanche, la rupture a viré à l'affrontement personnel. Nicolas Conquer, ancien porte-parole du Parti républicain en France, revient sur cette fracture entre le président des États-Unis et un pilier de sa campagne présidentielle. Donald Trump a été élu par une très grande coalition. Il a eu le soutien de milliardaires de la Silicon Valley et d'ouvriers de la Rust Belt, des États désindustrialisés du centre des États-Unis. Une figure qui a été marquante dans la campagne a été celle d'Elon Musk, qui est un ancien démocrate et qui là a fait le choix de soutenir la ligne MAGA de Donald Trump et donc qui a contribué financièrement de son temps et qui également, une fois que Donald Trump a été élu, il s'est occupé de l'efficience gouvernementale et il a été fortement exposé aux critiques pour ce qu'il faisait. Il s'est détourné un peu de Donald Trump parce qu'il a semblé que le Parti républicain n'allait pas assez loin dans l'effort qu'il devait faire concernant les déficits budgétaires, où il voulait vraiment équilibrer le budget, ce qui est une véritable gageure quand on sait le train des dépenses des États-Unis, le déficit abyssal de plus de 37 000 milliards de dollars. Et ça ne lui convenait pas. Mais il applique une véritable politique très idéaliste. C'est un entrepreneur, il arrive avec ses méthodes issues du monde de la tech. Il faut savoir composer une fois qu'on est à Washington sur le Capitole. Il faut savoir mettre tout le monde d'accord. Les républicains ont une toute petite majorité et donc c'est en ça qu'il fallait être beaucoup plus dans l'ordre du pragmatisme que de l'idéalisme. Elon Musk donne quelques axes de son programme, réduire la dette et privilégier les dépenses responsables, moderniser l'armée grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique, être pro-technologie et accélérer pour gagner dans l'IA, moins de réglementation dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine de l'énergie, liberté d'expression, pro-natalisme. D'emblée, Donald Trump n'a pas semblé prendre au sérieux cette initiative. Je trouve ridicule de créer un troisième parti. Aux États-Unis, le système des deux partis est solidement ancré. D'autre part, Elon Musk n'est pas né sur le territoire américain. À ce titre, il ne peut pas être lui-même candidat à une élection présidentielle. Historiquement, on a deux grands partis aux États-Unis qui sont le Parti démocrate et le Parti républicain. Il y a également des candidats indépendants qui viennent à se présenter
La création d'un troisième parti, elle est toujours compliquée du point de vue du code électoral américain parce que ça se gère État par État, et même la Cour suprême n'y est pas favorable. Donc aujourd'hui, est-ce que, alors qu'on vient de terminer, comme je le disais, avec une grande coalition républicaine autour de Donald Trump, est-ce que ça va pas créer la division ? Force est de constater que le mouvement MAGA, il s'est enrichi des libertariens, des gens qui sont du monde de la tech, et qu'aujourd'hui, il reste pas grand monde pour soutenir Elon Musk. Lui, plutôt que d'aller dans toutes les circonscriptions, dans tous les districts, il veut aller dans celles qui seraient les plus challengées et éventuellement avoir des chances de l'emporter. Il n'envisage pas de présenter de candidat à la présidentielle. Pour lui, l'objectif, c'est davantage de travailler sur une décentralisation des partis et de s'assurer qu'on puisse avoir des candidats qui soient porteurs d'une ligne qui est la sienne dans son American Party, plutôt que de véritablement challenger la Maison-Blanche en 2028. Donc ça va dans l'esprit du fonctionnement des partis, mais il apporte un peu d'énergie. Maintenant, il a fait pas mal de va-et-vient sur ses prises de position, Elon Musk, et est-ce qu'il ira jusqu'au bout et est-ce qu'il convertira l'essai, je ne peux pas encore le dire. Les premiers résultats seront visibles lors d'élections de mi-mandat en novembre 2026. Reste à savoir si la fusée fera plutôt exploser les républicains ou les démocrates, à moins qu'elle n'explose tout simplement en plein vol. Et l'on passe à présent à l'actualité en bref en France. Il aurait pu le déclarer avec des trémolos dans la voix, mais Michel Barnier l'a annoncé sur X. L'ancien Premier ministre LR a annoncé hier mardi sa candidature à la législative partielle de la 2e circonscription de Paris. Dans le moment très grave où nous sommes pour notre pays, comme cela a été rappelé avec force aujourd'hui, j'ai décidé de proposer ma candidature, a-t-il écrit. Ce faisant, LR espère chaparder un siège à la majorité présidentielle dirigée par Gabriel Attal. Habitant cette circonscription depuis longtemps, ma candidature s'inscrit dans une démarche de rassemblement de la droite et du centre, a-t-il aussi fait valoir. Rappelons que dans les années 70, 80 et 90, il avait été député et sénateur de Savoie, avant bien sûr d'en devenir président du Conseil général, ministre à 5 reprises et commissaire européen. La bataille du porno se poursuit. Le Conseil d'État a rétabli mardi l'obligation de vérification d'âge pour les utilisateurs de sites pornographiques hébergés dans l'Union européenne ou à l'étranger, invalidant la suspension d'un arrêté interministériel du mois de mars. Cette mesure, basée sur une loi de 2024, vise à interdire l'accès des mineurs à ces plateformes. Le ministre du Numérique, Lara Chapaz, s'est félicité de cette décision, dénonçant les manœuvres juridiques des sites comme YouPorn et Pornhub. Ces derniers, notamment via la société Elo basée à Chypre, avaient contesté l'arrêté avec d'autres, entraînant une suspension par le tribunal administratif de Paris en mai. Le Conseil d'État a jugé l'urgence non fondée en référé, mais le fond du dossier reste à trancher. Indiscipline, déconcentration, l'école maternelle française fait face à une crise structurelle d'envergure. La période estivale est l'occasion des bilans, et celui concernant les plus jeunes qui sont désormais obligés d'aller à la maternelle est édifiant. Un rapport de la Cour des comptes de mai alertait ainsi sur le signalement d'enfants agités, en difficulté avec le langage et incapables de se concentrer, un phénomène amplifié par l'usage précoce des écrans. 75% des élèves de maternelle utiliseraient régulièrement des écrans, 15% possédant leur propre tablette. Cette surexposition nuit aux compétences en langage et en mathématiques. À cela s'ajoutent des troubles mentaux touchant un enfant sur 12 et une indiscipline croissante liée à un manque de cadre parental. La Cour des comptes ne s'est en revanche pas attardée sur le fait qu'une partie des parents ne parlent tout bonnement pas notre langue. Partir en vacances, une possibilité toujours inaccessible pour certains. 40% des Français ne quittent pas leur domicile pendant les mois de juillet et août, selon une étude de l'Observatoire des inégalités parue en juin. L'organisme note que le taux de départ des plus faibles, vivant avec moins de 1 285 € par mois pour une personne seule, a été affecté par la crise financière de 2008, puis par les mesures liées au Covid. Une tendance qui devrait se poursuivre alors que, selon l'INSEE, le taux de pauvreté atteint son plus haut niveau des 30 dernières années. On poursuit avec l'actualité internationale. Le chaos recule, annonce le Pentagone. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a ordonné mardi le retrait de 2000 des 4000 membres de la garde nationale déployés à Los Angeles. Donald Trump avait en effet mobilisé les forces militaires de réserve et aussi 700 Marines début juin pour rétablir l'ordre après de violentes protestations fomentées par des groupuscules radicaux à la suite d'arrestations d'immigrés en situation irrégulière par la police fédérale de l'immigration. Une décision prise contre l'avis du gouverneur démocrate Gavin Newsom qui a accusé le président d'avoir fabriqué une crise. Selon lui, les pillages auraient pu être gérés par les forces locales. La situation s'est calmée depuis un mois, le couvre-feu ayant été levé le 17 juin.
Difficile relation internationale pour Israël. Washington vient de réclamer une enquête approfondie après que les colons de Cisjordanie ont battu à mort un Américain. L'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, Mike Huckabee, a déclaré sur X que les responsables de cet acte criminel et terroriste devaient rendre des comptes. Des propos sans équivoque qui tranchent avec la pudeur européenne qui vient de renoncer à sanctionner Israël. En effet, si Bruxelles a reconnu que l'État hébreu enfreignait l'article 2 de son accord avec l'UE sur la question des droits humains, les 27 ne sont pas parvenus à se mettre d'accord pour adopter des mesures de rétorsion qui vont de l'embargo sur les produits ciblés à la suspension d'accords d'association. L'UE aurait uniquement obtenu la reprise de l'aide humanitaire à Gaza, un dispositif qui est loin de porter ses fruits. Au Brésil, l'acharnement judiciaire sur Jair Bolsonaro se poursuit. Mardi, le parquet a demandé à la Cour suprême du Brésil de condamner l'ancien président pour coup d'État. Après sa défaite de 2022 avec 49,1% des voix, Jair Bolsonaro avait émis des doutes sur la fiabilité du vote électronique. Une manifestation avait eu lieu à Brasilia le jour de la passation de pouvoir pour contester l'élection, conduisant à l'arrestation de 300 personnes. Mais Jair Bolsonaro s'était résigné et avait appelé ses partisans à abandonner la contestation. L'ancien chef d'État est ainsi soupçonné d'avoir fomenté des actions illégales pour empêcher le retour au pouvoir de Luiz Inácio Lula après l'élection de 2022. Les juges anglais protègent mieux les arbres que les citoyens. Mardi, 2 individus ont été condamnés à 4 ans et 3 mois de prison ferme pour avoir tronçonné l'arbre le plus célèbre de Grande-Bretagne. Le sycamore Gaptree était un érable centenaire situé entre 2 collines devant le mur d'Adrien. Cet arbre, un des plus photographiés du pays, était connu dans le monde entier par le film Robin des Bois avec Kevin Costner. La destruction avait ému plus d'un Britannique, l'arbre faisant partie de leur patrimoine. Reste que la peine de prison ferme peut laisser perplexe quant aux priorités des juges en plein scandale sur les gangs de pédocriminels. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Perles de culture. Anne Brassier reçoit l'écrivain Luc-Olivier Dalgange pour son ouvrage Les droits de l'âme. Demain, dès 7h, un zoom avec l'historien Jean-François Chemin qui présente son livre Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature. Et je dirais que cette idée sympathique a priori de l'homme naturellement bon, en fait, elle est extrêmement dangereuse. Parce qu'à partir du moment où vous constatez que la société est grise, elle n'est ni blanche ni noire, elle est grise. Et si vous partez du présupposé que l'homme est fait majoritairement d'hommes bons, on va dire de blancs moutons, si la société est grise, c'est qu'au milieu de ces blancs moutons se cachent des loups tout noirs, qui eux sont intrinsèquement mauvais. Et d'autant plus intrinsèquement mauvais que d'abord ils ont fait le choix du mal, puisque, encore une fois, ils ont décidé de ne pas être bons comme leur nature devrait les y pousser, mais également ils sont hypocrites, puisqu'ils se cachent au milieu du troupeau. Et donc toute l'action de l'homme de gauche va consister non pas à résoudre les problèmes, mais à considérer qu'ils ne seront résolus qu'à partir du moment où on aura démasqué et éliminé tous les loups qui se cachent au milieu du troupeau de moutons. Et puis avant de se quitter, je voulais aussi présenter mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Loïc Le Floch-Prigent, disparu la nuit dernière. Grand patron visionnaire, comme la France en manque cruellement, il était un infatigable défenseur de notre souveraineté. Sa voix manquera pour rendre à notre pays son indépendance stratégique sur les plans énergétiques comme industriels. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.